des questions fondamentales qui questionnent pas seulement les Africains, mais toute personne qui s'intéresse aujourd'hui à l'avenir du continent africain. Donc, on parle de 4 défis, c'est les suivants. Le premier, comment un continent aussi riche ne parvient-il pas à se développer? Deuxièmement, quels mécanismes ont, après les indépendances, prolongé l'état de dépendance du continent africain? Troisième, quels sont les enjeux pour les grandes puissances? Quatrième défi, les guerres dites tribales ont-elles des causes cachées? Donc avec ce manuel, Saïd Bouamama, que je trouve vraiment a fait un travail remarquable, magistral, nous offre 2 choses. Premièrement, des grilles de lecture, des grilles d'analyse pour répondre à ces défis, pour répondre à ces questions, sans pessimisme, sans naïveté, mais en tenant compte de la difficulté actuelle du pays africain et de la réalité concrète des choses. Et deuxièmement, Bouamama nous propose une stratégie, d'où le titre, bien sûr, une stratégie pour que l'Afrique puisse lutter et arracher une véritable, une intégrale indépendance aujourd'hui. Donc sans tarder, je vais laisser la parole aux 2 intervenants, donc Saïd Bouamama, l'auteur du livre, et Michel Collomb, journaliste et fondateur du collectif Investir l'Action, qui est donc la maison d'édition qui a édité ce bouquin. Donc on a décidé de construire un espace interactif, une conférence interactive où Michel Collomb va interroger Saïd Bouamama au sujet du livre. Et par la suite, on ouvrira sans doute le débat pour que le public puisse aussi poser ses questions à Saïd. Merci beaucoup et bonne conférence. Avant d'en venir à Saïd, bonsoir. Je suis très heureux que vous soyez nombreux. Et avant d'en venir à Saïd, j'ai un petit mot d'introduction. En tant qu'éditeur, en ce sens que j'ai besoin de vous. Éditer aujourd'hui des livres comme celui-ci, c'est pas évident, c'est même de plus en plus difficile, politiquement, financièrement, pour les faire connaître. Et en fait, s'il faut placer ça dans le problème global, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon être des lanceurs d'alerte. À Bruxelles et à Paris, avec les amis du cycle de Grand Soir, Victor Dédage, etc., nous avons lancé un comité de soutien pour Julian Assange, qui est un héros de l'information, qui a mis sa vie en danger et littéralement, on est en train de le torturer et d'essayer de le faire complètement craquer pour le tuer. Il est vraiment dans une situation de torture psychologique hallucinante à l'ambassade de Côte-là, à cause de la Grande-Bretagne, à cause des États-Unis, et en très très grand danger de ne jamais sortir des États-Unis s'il est extradé comme illégalement, puisque je rappelle qu'il est poursuivi pour rien du tout. Toutes les poursuites contre lui ont été abandonnées. La Grande-Bretagne n'a pas d'inculpation contre lui, et donc c'est une séquestration, un emprisonnement totalement arbitraire et illégal. D'ailleurs, la commission de l'ONU sur les prisonniers politiques a déclaré que c'est un prisonnier politique qui devrait être libéré et indemnisé tout de suite. C'est un héros de l'information. Les gens de Wikileaks ont balancé 10 millions de documents. Aucun n'a été contesté par les dirigeants des États-Unis et des autres pays. Tous exposent des crimes graves commis par les dirigeants des États-Unis, de la France et de ce genre de pays. Il n'y a aucun débat, aucune réfutation, et il est en prison.
et d'autres membres de Wikileaks ont carrément disparu de la planète. Un héros d'information devrait être défendu par les médias. Le problème, c'est qu'il a fait le travail que les médias ne font pas, et donc on n'en parle absolument pas. Quand on parle d'Assange, quand on en parlait, c'est sur son caractère, c'est sur oui, mais c'est peut-être quand même un violeur, c'est totalement faux. Et voilà. Ça, c'est un cas extrême, mais beaucoup de lanceurs d'alerte sont persécutés, diabolisés, censurés, boycottés. Et donc, si on veut continuer à faire ce genre de travail et exposer ce genre de livres qui sont aussi menacés à leur échelle, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous pour la bataille des idées, qui aujourd'hui est remplacée par la police des idées. On vit une époque où on dit aux gens ce qu'ils peuvent lire et ce qu'ils ne peuvent pas lire. On dit aux gens, et on a tout un appareil pour répandre l'idée, vous critiquez la politique des États-Unis, vous êtes un complotiste. Vous critiquez celle d'Israël, vous êtes un antisémite. Vous appelez à boycotter avec BDS, vous êtes complice du terrorisme. Je n'exagère pas. Une amie médecin madrilène qui organise, Ángeles Maestro, qui organise des actions de solidarité BDS, est poursuivie en justice pour l'apologie du terrorisme. La complicité même du terrorisme. Bien. Et quand on refuse les guerres, qui ont donné de si beaux résultats en Irak, en Libye, en Syrie, quand on dit que c'est illégal, que ce n'est pas la solution des problèmes, on est traité d'amis des dictateurs, et même plus, on insinue que vous êtes en fait payé par les dictateurs. Bien. La bataille des idées est vraiment remplacée par la police des idées. Je pense qu'on vit un nouveau macartisme, vraiment. On vit une époque où on est en train de culpabiliser, de pénaliser, criminaliser les gens qui lancent des alertes sur un ensemble d'injustices. J'ai expliqué dans une vidéo comment Israël manipule Internet et Wikipédia et l'opinion, et une autre vidéo récemment aussi. Et dans un texte, antisémitisme, pourquoi y a-t-il deux définitions? Vous trouvez sur Ici Action. J'ai expliqué que ces calomnies, ces rumeurs qui sont lancées sur Internet et qui circulent partout ne tombent pas du ciel, mais viennent en fait de Tel Aviv. Il y a dans le gouvernement Netanyahou, ça s'appelle Ministère des Affaires stratégiques, une administration avec des milliers de personnes, des soldats, des étudiants salariés, etc., qui espionnent tout sur Internet, qui interviennent dans la minute même où vous annoncez une activité, où vous prenez une position, qui font remonter à leurs supérieurs, et là on décide si on va vous troller, si on va vous calomnier, si on va essayer de saboter votre intervention, ou si on va la faire remonter aux amis à Bruxelles, à Paris, à Genève, chargés d'organiser le boycott, la campagne contre vous. J'ai un peu sous-estimé ça au début, puis j'ai fait un procès en Suisse contre un professeur qui m'avait accusé d'antisémitisme. Il a perdu, il a été condamné, il l'a reconnu. J'ai 2 procès en France, contre France Télévisions et contre Le Monde, qui m'accusent de trucs complètement délirants et qui, sur cette base, disent « Ne lisez pas Michel Collomb, c'est un complotiste ». C'est celui qui dit qu'il est. Et j'ai un procès en Belgique contre un blogueur d'extrême droite, Marcel Sell, qui m'a aussi accusé d'antisémitisme, qui rouvre la porte à tous les démons nazis, rien que ça. Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre le racisme sous toutes ses formes, y compris le racisme anti-juif, ça fait très mal, mais bon, on sait d'où ça vient. Ils n'ont pas d'argument pour débattre pour justifier Israël, et donc, et ça je l'ai expliqué dans cette vidéo et ces textes que je vous encourage à lire, les dirigeants de cet appareil de diabolisation disent eux-mêmes qu'il s'agit d'une guerre, que cette guerre doit se mener par tous les moyens, qu'il ne faut surtout pas discuter les faits avec les gens qui les amènent comme moi, mais qu'il faut juste les noircir, les salir pour qu'on les écoute pas. Et ça, c'est quelque chose que je vis maintenant au quotidien depuis quelques années et de plus en plus. Michel Collomb, non, il ne faut pas l'inviter, c'est un antisémite, c'est un complotiste, c'est un rouge-brun, etc. Et donc, il y a des gens qui viennent me le dire. Par exemple, à Namur, j'étais invité pour un grand débat par une dizaine d'associations très importantes et influentes à Namur.
le débat devait avoir lieu, et puis il y en a 2 qui ont dit non, colon pas question, on s'en va, et donc c'est paralysé, et il n'y aura pas de débat. Et ça, c'est des gens qui m'ont prévenu, ils sont même venus chez moi pour s'excuser, mais il y en a plein d'autres qui ne s'excusent, qui ne disent rien. Voilà, on constate tout simplement qu'il y a beaucoup moins d'invitations qu'avant. La télé n'en parle plus, c'est complètement éliminé. Et donc, je pense que cet appareil, ce ministère des Affaires stratégiques de Tel Aviv est extrêmement organisé professionnellement pour faire ce travail. Ça consiste notamment à polluer complètement les biographies Wikipédia des gens qui critiquent Israël. Et si un ami à vous essaie de corriger un point, dans la minute, son intervention est supprimée. Dans la minute. Ils sont vraiment très très efficaces. Il y a quelqu'un, notamment, qui porte un pseudo et qui intervient pendant 18 heures par jour, environ une 50aine de fois tous les jours pour changer les biographies. Il est fort, hein, pour changer les biographies Wikipédia. Donc, s'il y a vraiment une bataille de l'information, une bataille des idées, et je ne vais pas dire que tout ça vient seulement du lobby sioniste, ils jouent un rôle important, mais je pense que eux, quelque part, ils le disent, ils le font savoir, ça fait partie un peu de la stratégie israélienne d'intimider, de terroriser. Mais derrière eux, il y a des gens qui sont contents que c'est eux qui soient mis en avant, et derrière eux, il y a le lobby du complexe militaire-industriel, il y a les armements, il y a les gens qui gagnent avec la guerre, il y a d'autres forces politiques aussi. Malheureusement, beaucoup en France, ici je ne sais pas, mais c'est fort relayé aussi par des gens au sein des courants trotskistes ou anarchistes disant Antifa, parfois malheureusement aussi au sein du Parti communiste français, qui relayent ce genre de choses. Il y a 2 semaines, la remarquable historienne Annie Lacroix-Ries, qui fait autorité sur le fascisme, la collaboration française, la Deuxième Guerre mondiale, a été traitée de rouge-brun dans des publications officielles du Parti communiste français. Elle a gueulé, ils se sont excusés à moitié. C'est très très grave ce McCarthy. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire ce que les jeunes peuvent lire et ce qu'ils ne peuvent pas. Dans cette mouvance, Macron se distingue, comme par hasard, en ayant fait des déclarations idiotes, dangereuses, que l'antisionisme, c'est au fond de l'antisémitisme, du racisme anti-juif. Qui comprend ce qu'il a dit ou est-ce qu'il répète ce qu'on a dit, je ne sais pas. Mais c'est absurde. Critiquer le colonialisme et se faire taxer de racisme, c'est hallucinant. C'est le colonialisme qui est raciste. C'est le colonialisme qui empêche les Palestiniens de vivre dans leur pays et qui en fait des sous-hommes. Donc Macron est en train d'essayer de criminaliser le fait de critiquer la colonisation israélienne. Malheureusement, le Parlement de l'Union européenne a voté à une grande majorité la même motion idiote disant antisémitisme égale antisionisme égale antisémitisme. C'est extrêmement grave. Après, on va envoyer les gens en prison pour avoir critiqué Israël. C'est ça qui est en préparation. Donc, nous avons avec Raphaël, et qui a pris la parole ici, l'idée qu'il est important de faire un débat sur les accusations de complotisme. Il y a du complotisme, c'est vrai, ça existe, c'est un problème, il faut le combattre correctement. Sur les histoires de fake news et surtout la répression de l'information indépendante qui est en train de se mettre en place. Maintenant, il faut réfléchir pourquoi ils font ça. Et globalement, ils font ça parce qu'ils ont peur. Nous avons, moi c'est quelque chose que je vois, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on fait ça, et je vois maintenant qu'il y a une génération formidable qui est en train d'arriver. Les luttes, c'est toujours des cycles, des hauts et des bas, et on a une génération magnifique. On a aussi les effets du néolibéralisme, de l'agression, des guerres, du sionisme, et donc les gens comprennent. Et vous avez en Belgique, les jeunes, ils sont toutes les semaines, ils sortent de l'école, ils vont dans la rue pour le climat. Des manifestations vraiment magnifiques et qui ne demandent pas des demi-mesures. Ils disent don't change the climate, change the system. À nous d'apporter une idée, qu'est-ce que ça a changé le système, mais ils sont dans la rue, c'est magnifique. Les gilets jaunes en Belgique comme en France, c'est vraiment un soulèvement populaire admirable, des gens en bas, des gens méprisés, qui n'en peuvent plus de l'injustice et de la pauvreté, qui voient les riches étaler leur richesse et leur demander de se serrer la ceinture. On a tout cet admirable mouvement de solidarité avec la Palestine pour BDS qui est en train de continuer. Donc, les masses sont dans la rue, les masses se battent. Et on a une certaine gauche de salon qui est en retard et qui dit oui, ça c'est un complotiste, ça c'est les gilets jaunes, c'est un peu d'extrême droite, se battre pour le diesel, etc. Donc,
rien compris à ce mouvement de masse. Et ce qui est très important, c'est notre responsabilité à nous, et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de vous, que vous avez un rôle fondamental. Ce qui est très important, c'est que tous ces combats, le pouvoir est en train d'essayer de les diviser. On explique que les gilets jaunes, ils sont anti-écolos. On explique qu'ils sont racistes et qu'il ne faut pas être solidaire avec les réfugiés et ces esclaves qu'on est en train d'importer à dose massive pour faire baisser les salaires et les conditions de travail. Et donc, notre travail à nous, c'est justement d'aider à ce que ces jeunes, ces gens qui sont dans la rue, dans le combat, fassent leur expérience et apprennent à connecter les différentes luttes vraiment contre le système. Et connecter les luttes, ça veut dire exposer les causes, comprendre les causes. Et pour ça, l'histoire est très très importante. C'est l'histoire est notre meilleur professeur pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et donc, en tant qu'éditeur d'investigation, on a besoin de vous pour faire connaître ces livres qui ne vont pas passer à la télé. Si vous avez un tuyau, faites-le nous savoir, on va essayer. Mais c'est vous nos attachés de presse. C'est vous qui pouvez faire passer auprès des gens le magnifique travail de Saïd dont on va parler à fond là maintenant, le manuel stratégique de l'Afrique, et les livres récents d'investigation que je vous présente 2 secondes. Fabriquer un consentement de Hermann Chomsky. Dans une traduction, ça a été publié par un autre éditeur dont je tairai le nom, mais la traduction avait été vraiment caviardée, raccourcie, donc là elle est rétablie, intégrale, et avec un texte récent qui fait le lien avec l'actualité et qui montre que rien n'a changé. C'est un livre, moi c'est le livre qui m'a lancé dans la critique des médias. C'est paru en 88, certains d'entre vous se souviennent que j'ai publié en 91 Attention Média. C'est directement inspiré de ça, de cette théorie, de cette manière de faire le test média. C'est un livre fondamental. Quand on a bien assimilé ça, on ne se fait plus avoir. On repère, même sur un pays qu'on ne connaît pas, on repère les trucs et on sent ce qui ne va pas et on sait comment chercher. Thomas Suarez, il vient d'arriver à Bruxelles il y a 2 jours, vous êtes les premiers à le voir. Comment le terrorisme a créé Israël. On va encore se faire des avis. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne pourrez pas être traité de complotiste parce que c'est un travail minutieux d'historiens basé sur les archives sionistes elles-mêmes. Concrètement, vous avez sans entendu vraiment cette chanson. Oui, en 1948, les Arabes n'ont pas voulu nous accueillir, donc on a été obligé de faire un peu de la place pour créer Israël. Les Arabes n'aimaient pas les Juifs, c'est bien connu. En réalité, il y avait des Juifs qui vivaient là depuis longtemps, tranquillement, beaucoup mieux qu'en Europe. Mais bon, c'est la faute aux Arabes quand même. Thomas Suarez, sur base des archives sionistes et britanniques, montre que de 1939 à 1948, les milices sionistes, dirigées par des gens qui après sont devenus premiers ministres en Israël, ont commis des centaines d'attentats terroristes à la bombe traditionnelle classique comme à l'époque, contre des Palestiniens, contre des Britanniques, puisqu'il y avait un mandat britannique sur la région, et contre des civils juifs qui ne voulaient pas du projet israélien sioniste de créer l'État d'Israël. C'est vraiment extraordinaire. Et donc voilà, ça c'est les livres qu'on vous propose aujourd'hui. Et mon petit bébé, le dernier, USA, les 100 pires citations. Comme j'en avais vraiment marre d'être traité de complotiste, j'ai fait un livre où je donne la parole uniquement aux présidents, ministres, stratèges généraux des États-Unis. C'est-à-dire que la page de gauche, vous voyez, c'est toujours une citation avec la bio du président, du ministre, du général. C'est une citation dégueulasse, abominable, où il dit clairement ce qu'ils sont en train de faire, les crimes qu'ils font, qu'ils préparent, et comment ils vont manipuler l'opinion pour que ça ne sache pas. Ils le disent eux-mêmes. Ce sont des documents déclassifiés, des fuites, etc. Et à côté, il y a un petit contexte qui explique, notamment pour les jeunes, qu'est-ce qui se passait à l'époque, quelles ont été les conséquences de ces actes. Il y en a 2-3 sur l'Afrique, il y en a beaucoup sur le Venezuela, où ils expliquent qu'ils font, comme contre le Chili, la guerre économique pour saboter l'économie vénézuélienne. Tout ce qu'on nous dit là dans nos médias maintenant, oui, Maduro a raté l'économie, non. Les dirigeants des États-Unis eux-mêmes ont dit, en 2007, en 2006, et encore récemment, on sabote l'économie du Venezuela pour qu'ils poussent le gouvernement à partir. Ils le disent, c'est noir sur blanc.
impossible de trouver ça dans les médias. Donc voilà, ça c'est le genre de livre qu'on va vous proposer là-bas. Et on a vraiment besoin de vous pour les acheter. C'est aussi comme ça qu'on finance l'équipe des jeunes journalistes qui fait le site Action. Et pour les offrir, pour les faire connaître et éventuellement pour les signaler à des journalistes de médias qui pourraient nous en parler. Donc vraiment, on a besoin de vous. Ceux qui suivent Action, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous inscrire au stand pour notre newsletter, savent que je viens d'engager avec grande difficulté le jeune garçon David qui a justement fait l'iconographie et la mise en page de ce magnifique manuel de Saïd. Et bon, éditer des livres, ça prend beaucoup de temps. Il faut accompagner les auteurs, les manuscrits, les relire, l'iconographie, la mise en page, l'impression. C'est un énorme boulot que je faisais avant, que je n'ai plus la possibilité de faire, sinon je n'arrive pas à écrire mes livres moi-même. J'ai donc engagé David, tout juste, on est presque à la somme, mais on va l'engager. On a besoin de vous pour être sûr de ça et pour nous aider à financer les prochains livres, pour que les livres restent à des prix bas. Donc voilà, vous êtes tous engagés, tous recrutés pour vraiment devenir les ambassadeurs de la vérité dans la bataille des idées. Voilà. Je tiens à vous remercier d'être nombreux ce soir. On va, avec Rafa, dans un petit restaurant d'à côté, se retrouver avec ceux qui ont le temps pour avoir des conversations plus poussées encore sur les sujets que vous voulez, sur les actions que vous faites. Ça, c'est des choses qui nous intéressent, sur lesquelles vous devez aussi nous aider à informer et pour voir quels sont les projets qu'on peut faire ensemble. Voilà. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais vraiment, on a besoin de vous. Saïd, le livre en 2 tomes, commence toujours par expliquer ce que le colonialisme français, anglais, belge a fait en Afrique. C'est pas un peu dépassé le colonialisme, il n'est pas temps de tourner la page. Alors, c'est une remarque qui est faite souvent dès qu'on aborde les questions des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. On nous reproche de ressasser sans cesse le passé. On nous dit qu'il faut maintenant passer à autre chose, tourner la page, etc. Penser cela, c'est ne vraiment pas prendre la mesure de ce qu'a été le colonialisme. Ça n'est pas une petite excroissance, ça n'est pas un accident de l'histoire, ça n'est pas un mauvais capitalisme qui aurait dégénéré. Le colonialisme est en lien indissociable avec ce système qui s'est mis en place en Occident, en Europe, puis après aux États-Unis, à partir du 14, 15e, 16e siècle. Tu as parlé de l'histoire, elle est vraiment essentielle, je vais prendre quelques secondes pour montrer bien ce lien et pour bien répondre à la question. Non, il n'est pas dépassé. Depuis 1492, d'ailleurs depuis que Christophe Colomb a prétendu découvrir l'Amérique, les histoires séparées du monde sont terminées. À partir de ce moment-là, l'histoire du monde devient unique. Parce qu'à partir de ce moment-là, les dominations d'une partie de la planète par une autre vont expliquer le développement des uns et le sous-développement des autres, vont expliquer l'enrichissement de certaines économies et le sous-développement d'autres économies. Ils vont expliquer des paupérisations d'un côté et, avec le lutte social qui a lieu ici également, les progrès sociaux qui vont avoir lieu. On a connu en gros 3 périodes. Une première période qu'on pourrait appeler les tout débuts du capitalisme, l'accumulation primitive, dit Marx. C'est-à-dire le moment où s'accumulent les richesses qui vont permettre le développement industriel, où s'accumulent les fortunes qui vont permettre les investissements qui vont donner la révolution industrielle. L'accumulation primitive, on le sait aujourd'hui par de nombreux travaux, aurait été impossible sans le pillage et la destruction des civilisations indiennes. Autrement dit, le développement industriel de l'Europe, dès ses débuts, est lié à la catastrophe pour un certain nombre de peuples, au génocide qu'ont connu ces peuples. Cette accumulation primitive va également être celle qui va se poursuivre avec l'esclavage. On pourrait dire que l'esclavage c'est loin. Ça a traumatisé les peuples africains. Trop souvent, le traumatisme est
limité à la dimension psychologique. En histoire aussi, il faut travailler la question du trauma. Comment des peuples qui ont été saignés de cette manière-là pourraient-ils ne pas avoir de reste? Et comment pourrait-on dire que le colonialisme est dépassé? Seconde phase. On a dépassé l'accumulation primitive. Grâce à l'or qu'on a pillé aux Indiens, grâce aux richesses qu'on a pillées aux Indiens, on a pu enclencher la mécanique industrielle. La seconde phase va être le stade du capitalisme de maturité, qui va couvrir tout le XIXe siècle. Eh bien, ce capitalisme de maturité, lui aussi, ne peut pas s'expliquer sans prendre en compte une réalité nouvelle qui va être justement la colonisation. La colonisation va venir donner et l'énergie et les matières premières qui vont permettre le développement industriel. Non seulement le capitalisme n'aurait pas pu exister sans la destruction des Indiens, mais il n'aurait pas pu perdurer sans le pillage des colonies. Parce qu'une colonisation, c'est quoi la colonisation? C'est tout simplement la mise sous tutelle d'une économie pour qu'elle fonctionne selon les besoins d'une autre économie. C'est ça le colonialisme. Le reste, c'est des formes, et ça peut prendre des formes différentes, et bien, les formes ont évolué dans le temps. Et puis il y a eu troisièmement les indépendances, les prises de conscience qui vont se développer, les mobilisations des peuples africains qui vont se développer tout au long du XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, vont contraindre le colonialisme à muter pour se maintenir, à changer pour ne pas changer. Et ça va donner le néocolonialisme. C'est-à-dire des indépendances formelles, mais avec des règles et des contraintes qui font que tout le fonctionnement économique dépend des besoins des pays qui étaient les anciens colonisateurs. Et donc là aussi, la seconde partie du XXe siècle et le début du XXIe siècle fonctionnent avec cette même logique-là, des économies construites pour servir d'autres économies et non pas leur peuple et les besoins de leur peuple. Et puis on est maintenant dans une dernière phase. Et je voudrais renforcer l'appel de Michel. Si vous avez des héritages, il faut faire des dons en investigation. Non, mais c'est essentiel. Nous sommes dans une phase où on plonge dans la barbarie. Autrement dit, nous sommes devant un système qui est lui-même confronté à ses propres contradictions et qui, pour échapper à ces contradictions, va encore plus loin dans la logique du profit. C'est le capitalisme mondialisé, et ça donne une dernière forme de mise en dépendance, qui est aujourd'hui le développement de logiques de balkanisation des différents pays. La Libye est balkanisée en plusieurs morceaux. La Somalie est balkanisée en plusieurs morceaux. Le Soudan a été coupé en deux. Le Congo est à la fois, heureusement, un pays unitaire, mais avec plein de régions qui ne sont pas contrôlées et qui permettent la surexploitation des matières premières, etc. Autrement dit, les besoins de ceux qui ont esclavagisé puis colonisé aujourd'hui, leurs besoins, c'est de détruire toutes les économies en les parcellisant. Et donc on voit bien que c'est la même logique, qu'on appelle colonialisme ou maintenant impérialisme, c'est la même logique de mise en dépendance. Et donc dire que le colonialisme est dépassé, c'est vraiment se moquer du monde. On n'a jamais eu, autant qu'aujourd'hui, des situations de parcellisation, des situations de guerre, des situations d'instrumentalisation de vraies questions internes, des questions de manipulation, etc. Donc le colonialisme est loin d'être dépassé, il est au contraire avec un nouveau visage d'une actualité brûlante. Je voulais un peu creuser ça justement parce qu'on connaît un peu plus ou moins les formes classiques du colonialisme. Aujourd'hui, les méthodes ont changé. Aujourd'hui, c'est quoi essentiellement les méthodes? Alors, pour bien saisir les méthodes actuelles, il faut prendre en compte comment s'est jouée la transition des indépendances. Là aussi, une petite recontextualisation. On est, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'Africains ont participé au combat anti-nazi. Ils ont été parmi ceux qui ont donné beaucoup de morts au combat anti-nazi. Ils constatent quelque chose que Aimé Césaire a résumé de la manière suivante. Il faut vraiment relire cette partie sur Aimé Césaire. Aimé Césaire nous dit ce
qui est assez extraordinaire, c'est que les méthodes des nazis ont été utilisées pendant des décennies et plus d'un siècle contre les Africains, et ça ne provoquait pas la révolte ou l'écœurement. On trouvait ça normal. C'est quand Hitler applique à des Européens, quand des Européens appliquent à d'autres Européens la logique coloniale, parce que c'est quoi le nazisme? C'est coloniser d'autres pays pour les faire fonctionner au profit de l'économie allemande, que là il y a de la révolte. Et ça va développer une prise de conscience. Ce premier facteur va amener les Africains à la révolte. Second facteur, eh bien, ils vont découvrir que l'homme blanc n'est pas invincible, puisque certains blancs perdent. Toute l'idéologie qui, depuis l'esclavage, a été diffusée sur cette idée d'une impossibilité de la révolte contre le dominant est battue en brèche. Et on va avoir coup sur coup, toute une série de victoires. On va avoir Bandung, le premier pays indépendant d'Asie, qui, au lieu de se replier égoïstement sur leur indépendance, disent « nous, on est solidaires des pays encore colonisés ». C'est un séisme, plein d'espoir. On va avoir Dien Bien Phu. Si on, dans les journaux ici, ils parlent de défaite de Dien Bien Phu, moi je pense qu'il faut qu'on fête la victoire. C'est notre victoire. 1954, au Vietnam. Séisme également. Un peuple bat militairement son colonisateur. Il veut avoir la tentative d'intervention en Égypte. Là, ça suffit maintenant, il faut absolument intervenir. Tentative d'intervention en Égypte. Échec complet. Les troupes anglo-franco-israéliennes sont obligées de repartir. Et on va avoir le déclenchement de la guerre de libération nationale en Algérie. Pour les colonisateurs, il y a à ce moment-là une échéance qui apparaît. Si on ne veut pas que les luttes armées se développent partout, et donc que les indépendances soient réelles, et donc le rapport de force oblige à des indépendances réelles, il faut prendre les devants et accorder de fausses indépendances. Et à ce moment-là, dans les cabinets stratégiques ici, on a eu des réflexions sur comment faire muter le mode de dépendance. Alors, je voudrais donner quelques exemples. On va prendre l'exemple français, qui est le plus caricatural à ce niveau-là. On a la mise en place, au moment des indépendances, de toute une série d'accords, qui sont des accords qui fonctionnent encore jusqu'à aujourd'hui, qui assurent la dépendance complète vis-à-vis de l'économie, d'abord française puis européenne. D'abord le franc CFA, monnaie coloniale. Une monnaie dans laquelle un État, soi-disant souverain, est obligé de mettre ses devises dans la banque centrale d'un autre État, et sous le contrôle des États. Ce ne sont pas des petites sommes. C'est 50% des réserves de devises de tous les pays qui ont le franc CFA, qui sont dans les banques centrales, dans la banque centrale européenne. Cet argent, bien entendu, il est utilisé, il fonctionne au bénéfice des pays, des pays européens. Dans les banques africaines, dans les deux banques centrales africaines qui gèrent le franc CFA, on a des administrateurs français qui participent aux décisions avec des règles qui empêchent que des décisions souveraines soient prises. Quand vous allez acheter le livre, il y a tous les détails dedans, avec des références pour ceux qui pensent que j'exagère, pour ceux qui pensent que j'invente, il y a les textes des accords, etc. On a ce premier mécanisme-là. Tous les pays qui ont tenté de sortir de ce mécanisme-là, on a eu des interventions et des assassinats. Olympio est assassiné une semaine avant que sorte la monnaie togolaise. La Guinée, de Sékou Touré, qui a eu le malheur de refuser le franc CFA, eh bien on va avoir ce qu'on connaît aujourd'hui pour le Venezuela, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais on va avoir un sabotage économique. Ceux qui sont étonnés de ce qui se passe au Venezuela, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Il faut relire ce qui s'est passé vis-à-vis de la Guinée-Conakry pour comprendre ce qui se passe au Venezuela. C'est la reproduction et la photocopie.
On a été en Guinée jusqu'à déverser de la fausse monnaie. L'État français a produit de la fausse monnaie déversée par containers entiers pour faire couler l'économie guinéenne. Au Mali, Modibo Keïta, et le coup d'État est directement lié à la décision de Modibo Keïta de créer une monnaie nationale. On voit bien en quoi cette monnaie-là est un des outils de la dépendance. Et c'est pour cela d'ailleurs que aujourd'hui, la résistance en Afrique dans ces pays prend la forme de l'exigence d'une sortie du franc CFA et que les chefs d'État européens ne veulent surtout pas que l'on sorte du franc CFA. Mais, bien entendu, un mécanisme comme celui-là ne peut fonctionner que si on a les moyens d'éviter les révoltes. Eh bien, on va mettre un second type d'accord. Les accords de défense. Les accords de défense qui prévoient 3 choses. 1. L'accès aux minerais stratégiques réservés à la France. Des fois que c'est minerais stratégiques, on appelle minerais stratégiques une liste d'une quinzaine de minerais qui sont nécessaires à toutes les industries de pointe. Le plus bel exemple, c'est le coltan au Congo. Et le coltan au Congo, malheureusement, c'est ce qui est une des raisons du drame et du martyre du peuple congolais aujourd'hui. Eh bien, dans les accords de défense, il y a l'accès privilégié pour la France aux minerais stratégiques, c'est-à-dire que les États africains, indépendants officiellement, ne peuvent pas vendre leurs minerais stratégiques, y compris à quelqu'un qui serait plus offrant. C'est tout. Une des raisons des guerres aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'arrivée de la Chine et des pays émergents qui font peur, justement. Les accords de défense prévoient une seconde chose. La possibilité pour la France d'intervenir dans les affaires intérieures sur demande du chef d'État du pays africain. Autrement dit, à chaque fois qu'un peuple se révolte contre son dictateur, la France est habilitée, légitime, par un accord, pour venir sauver le dictateur. Et c'est pour cela que la France a eu autant d'interventions militaires. Les accords de défense permettent de garder des États qui sont au service de la métropole coloniale, de l'ancienne métropole coloniale. Est-ce une affaire du passé? On va me dire, ça c'est la France, mais il y a l'Europe maintenant. Ce qu'ils sont en train de généraliser aujourd'hui est encore pire. Les accords de partenariat économique que l'Europe met en place actuellement avec les pays africains, en prenant la menace de la dette et de la fermeture des frontières pour les exportations, ont comme condition la suppression de toutes les taxes à l'entrée. Alors ça peut paraître abstrait. Concrètement, ça veut dire que le petit producteur de riz du Sénégal, qui produit 400 kilos de riz et qui le vend sur les marchés et qui fait vivre sa famille élargie avec ça, ce petit producteur de riz va désormais être en concurrence directe avec la multinationale du riz. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, les famines qui arrivent là sont sans commune mesure avec ce qu'on a connu. C'était déjà dramatique ce qu'on a connu. Mais là, c'est l'ensemble des productions agricoles, mais également des commerces qui sont mis en concurrence directe avec les grandes multinationales. Parce que pour le commerce, c'est la même chose. Pour qui connaît un peu l'Afrique, vous savez que l'essentiel du réseau de distribution, c'est les petits commerces. Ils sont mis en concurrence avec qui? Avec Auchan, par exemple. C'est pas pour rien qu'au Sénégal, une des mobilisations les plus fortes s'appelle Auchan dégage. Il y a un mouvement qui s'appelle Auchan dégage. Et c'est pas pour rien. En l'espace d'1 an, ils ont vu arriver cette chaîne de distribution qui a construit dans les grandes villes des supermarchés qui, bien entendu, vendent du riz moins cher que sur le marché. Et qui viennent donc détruire cette autosubsistance qui existait auparavant. Donc, ça c'est un premier mécanisme en ce qui concerne la France. De manière plus globale, parce qu'il n'y a pas de la France, de manière plus globale, la forme de dépendance, elle s'est construite autour de la notion de dette. On a amené, sous prétexte de développement, sous prétexte d'aide au développement, sous prétexte avec toutes les théories, et les économistes se sont prêtés à ça. Vous savez, les sociologues, les économistes, les journalistes, on a de gauche et de droite. Hein. Donc, à un certain moment, on théorisait cela. Et on théorisait qu'il fallait à tout prix s'endetter pour se développer. Et cet endettement,
bien entendu qu'on a facilité, qu'on a encouragé. La Banque mondiale et le FMI incitaient. Et là, c'est pas fini, hein. Dans les pays qui ne sont pas endettés aujourd'hui, on a des politiques de promotion de la dette. Je lisais un texte du Fonds monétaire international qui demandait à l'Algérie d'emprunter. Pour l'instant, elle n'a pas besoin d'emprunter. L'Algérie ferait mieux de s'interroger sur son développement intérieur, en tout cas sur la dette, et qui incitait en disant mais il faut qu'elle emprunte. Parce qu'une fois que l'emprunt est fait, et bien après, au moment de l'exigence de remboursement, on met des conditions particulières, qui sont ce que l'on a appelé les plans d'ajustement structurel. Qu'est-ce que c'est que les plans d'ajustement structurel? Ben, c'est toute une série de conditions que l'État est contraint d'appliquer. Je voudrais en citer quelques-unes, mais là aussi, quand vous allez acheter le livre, vous allez tout avoir dans le détail. Première condition, la libéralisation de l'économie. Autrement dit, la privatisation du secteur public. Et en Afrique, la privatisation du secteur public, c'est pas rien. Pourquoi? Eh bien parce que dans les indépendances, les peuples ont mis quoi? Ils n'ont pas seulement mis un drapeau et un hymne national. Ils ont mis l'attente de la terre, l'attente de l'instruction, l'attente de la dignité, ils ont mis toute une série de choses. Et effectivement, des années 60 à 70, on voit dans tous les pays africains, même quand le chef d'État était réactionnaire, une amélioration des conditions d'existence par rapport à la colonisation. Parce qu'il y a développement des services publics. Eh bien là, le FMI impose dans ses plans d'ajustement structurel la privatisation du service public. Et donc on commence à avoir une école privée qui se développe, et on commence à avoir une médecine privée qui se développe, etc. Toutes choses qui étaient auparavant prises en charge dans l'ensemble du pays par les services publics. Seconde condition, la fin de la subvention aux produits de première nécessité. La situation au moment de l'indépendance était tellement dramatique en termes de conditions de vie que quasiment tous les États africains ont subventionné les produits de première nécessité. Autrement dit, si la baguette de pain revient à 1 €, l'État mettait 50 centimes pour que les gens puissent acheter du pain. Eh bien aujourd'hui, sous prétexte d'endettement, on exige que les États cessent de subventionner les produits de première nécessité. L'huile, la farine, etc. C'est ce qui a provoqué toute une série de révoltes de la faim. Parce que du jour au lendemain, on a eu une augmentation des prix de ces produits de première nécessité. Troisième condition que met le fonds d'ajustement les plans d'ajustement structurel du FMI, la diminution de l'emploi public. Autrement dit, on a des critères qui sont mis, des pourcentages qui sont mis en disant il y a 30% de fonctionnaires en trop. Il faut donc les diminuer. Voilà la nouvelle forme de dépendance. Et si les États ne refusent cela, eh bien ils sont soumis à ce que vous connaissez là aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de résistance. Des résistances, il y en a eu plein. Mais ça s'est traduit par des assassinats, des coups d'État, etc. J'aime à rappeler que l'Afrique est la région du monde dans laquelle il y a eu le plus d'expériences progressistes. Si vous cumulez la Guinée, le Mali, le Burkina, l'Algérie, l'Égypte, tout ça des périodes différentes, on a tous eu des gouvernements de gauche qui ont tenté de construire autre chose. L'Érythrée, etc. Et c'est la région du monde où il y a eu le plus de ruptures révolutionnaires, mais le plus d'interventions militaires également, mais le plus de guerres pour arrêter cela. Autrement dit, ce ne sont pas les résistants qui manquent en Afrique. C'est l'ampleur de l'importance stratégique de l'Afrique par rapport aux puissances dominantes qui explique la situation d'aujourd'hui. Je le dis parce que très souvent, on a un discours qui peut être misérable sur l'Afrique. Faire attention, ça résiste. Mais on a une répression particulièrement forte. Ça nous pose d'ailleurs à nous tous la question de notre responsabilité, nous qui vivons ici. Sans doute que si on veut que ça cesse, ces résistances réprimées à chaque fois, ça sera lorsqu'on aura ici un vrai mouvement anti-impérialiste capable de soutenir les luttes qui se développent et se développeront inévitablement là-bas. Voilà quelques formes
du nouveau visage de l'indépendance, de la mise-indépendance. Donc ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque coloniale, mais le résultat est exactement le même. On a été colonisé pour que toute l'économie de certains territoires soit au service de l'économie de ce territoire. Aujourd'hui, avec d'autres mécanismes, on a le même résultat. Bien, je pense qu'on apprend vraiment des choses très très importantes là, et les choses sont bien mises en place dans un cadre global. C'est ça que je pense qui est vraiment très, très précieux dans le travail d'explication de Saïd. La question suivante serait, il existe déjà pas mal de livres sur tel pays, sur tel dirigeant mouvement, sur telle époque, il y a des films aussi. Pourquoi fallait-il un livre global avec l'ensemble de l'Afrique et qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée des 5 grandes régions d'Afrique? Alors effectivement, beaucoup de choses sont déjà écrites, mais l'intérêt pour moi, l'enjeu pour moi, de me lancer dans cet énorme chantier, c'était de pouvoir montrer la logique générale. Autrement dit, nous avons une connaissance parcellisée. On a l'impression que ce qui se passe au Congo serait complètement déconnecté de ce qui se passe en Algérie, ou déconnecté de ce qui se passe au Burkina. C'était important pour moi, compte tenu de ce qu'est son continent en termes de place stratégique, en termes de minerais et de pétrole, c'était important de saisir les liens qu'il y avait entre tout cela. C'est d'autant plus important parce que les rares moments où le rapport de force a commencé à s'inverser, c'est-à-dire la première décennie, les années 60, c'était des moments dans lesquels il y avait une conscience de ce lien. Et donc un panafricanisme politique qui permettait de résister. On verra qu'avec le Venezuela et l'Alba, c'est la même logique. C'est-à-dire qui permet de contrebalancer le rapport de force pris pays par pays. En réalité, chacun des pays en Afrique aura du mal à se débarrasser en termes de rapport de force de l'impérialisme. Par contre, un groupe de pays africains unis peut avoir le rapport de force pour se libérer. Et donc pour moi, c'était essentiel qu'on puisse regarder bien sûr ce qu'il y a de différent, mais surtout ce qu'il y a de commun entre le marasme au Congo, l'intervention française en Centrafrique, la destruction de la Libye, l'encerclement de l'Algérie. Essayez de comprendre ce qui relie tout ça. Le massacre au Congo, bien sûr. La liste, c'est tout homme la liste. Et donc, c'était vraiment essentiel de faire le lien, sinon, on va être dans des combats morceau par morceau. Et chacun va être dans des combats en disant, ben ça c'est trop loin pour moi, ou ça ne me concerne pas. En réalité, tous les pays d'Afrique sont aujourd'hui en interdépendance, en termes d'oppression, mais en interdépendance aussi en termes d'émancipation. Et donc pour moi, c'était vraiment essentiel. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà parcouru le livre, vous verrez qu'on s'aperçoit assez vite que les causes des guerres qu'il y a en Afrique, le continent qui a eu le plus de guerres après les indépendances. Je ne m'occupe pas des guerres d'avant, des guerres d'indépendance. Juste les guerres qui sont liées donc à l'impérialisme après les indépendances. C'est le pays qui en a connu, enfin c'est le continent qui en a connu le plus. Quand on regarde et qu'on compare, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes causalités. L'accès au pétrole ou aux minerais stratégiques. Bloquer les concurrents. Donc la concurrence entre l'Europe et les États-Unis. Et donc on a des guerres juste pour prendre la place de l'Europe, l'Europe pour prendre la place des États-Unis. Et troisièmement, s'opposer à l'arrivée des gros partenaires économiques que sont la Chine, le Brésil, alors maintenant ça va changer, un certain nombre de puissances émergentes. Et donc, c'est les trois mêmes causes que l'on retrouve de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, avec les mêmes discours tenus ici, toujours pour justifier ces guerres. C'est quoi ces causes? On y va pour la démocratie, bien sûr. Hein. On y va pour soutenir des minorités qui seraient opprimées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'oppression. Hein. Ça veut dire simplement que ce n'est pas les armées étrangères qui libèrent les opprimés. Et on y va troisièmement parce qu'il y aurait des terroristes. Voilà les trois causalités. On les retrouve partout. À une, deux ou trois cumulées, on les retrouve partout. Donc on a à la fois les mêmes causes, on a à la fois les mêmes explications. Eh bien,
ça montre le besoin d'une analyse globale. Alors je ne cache pas que moi-même j'ai été surpris en travaillant là-dessus. Ces 2 ans de travail, en réalité, quasiment sur chacun des pays dont je parle, j'étais déjà intervenu dans les 20 dernières années. Ma passion pour l'Afrique, pour le combat en Afrique est très ancienne. Mais, justement, j'avais un regard parfait. L'horreur est telle qu'on finit par oublier l'horreur qui vient juste avant. C'est-à-dire chaque guerre vient remplacer la guerre d'avant. Et il y a toujours le danger, quand ça se cumule comme ça, de ne pas voir les liens, et de ne pas voir la logique générale. Et je pense que c'était important d'avoir la logique générale, sinon on réagit à la dernière guerre sans pouvoir faire le lien avec ce qui s'est passé auparavant. Et donc je disais que j'ai moi-même été surpris, c'est que le cumul de tout ça montre bien qu'on a là vraiment un continent qui est celui qui est aujourd'hui, on va dire, le financeur du reste du monde, le financeur des grandes puissances, et avec quel prix? Avec le prix de la destruction d'une humanité, parce que c'est des millions de morts. Je le dis de plus en plus, pendant longtemps je ne l'ai pas dit. Le jour où j'ai envoyé à David le manuscrit, le lendemain je faisais un AVC. Mon médecin m'a dit c'est pas possible que ça vienne comme ça. Est-ce que vous avez eu un gros événement, une perte importante dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est en lien avec ces millions de morts que j'ai été obligé de côtoyer pendant ces 2 ans. C'est-à-dire c'est effectivement des dizaines de millions de morts. C'est ça la réalité. Tu as parlé des confrontations USA-France qui jouent parfois pas les mêmes cartes et qui se battent entre eux aussi, entre Africains interposés. Et puis, le discours qu'on entend beaucoup maintenant, c'est la Chine. On nous dit dans Le Monde, dans l'IB, dans les journaux de mon pays, le nouvel impérialisme, c'est la Chine. C'est quoi ça? Alors, d'abord, c'est un signe qu'on avance. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont peur. Ils ont peur. Pour retrouver une peur de ce type-là, il faut remonter au moment des indépendances. Où à ce moment-là, ils ont eu peur, se développer des expériences. Hein, il y avait le groupe de Casablanca qui réunissait la Guinée, le Mali, l'Égypte. Il y a eu une vraie peur d'une rupture à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils ont peur également. Ils ont peur de quoi? Mais ils s'aperçoivent que les taux qu'ils ont réussi à mettre sur un certain nombre de pays, eh bien, il y a de plus en plus de chefs d'État qui tentent de le desserrer en passant des accords avec la Chine, des accords économiques. Alors, quand on parle d'impérialisme chinois, il faut regarder de plus près. Premièrement, est-ce que les conditions économiques que font les Chinois, que proposent les Chinois, sont du même type que les propositions économiques que font les Européens? Mais il ne faut pas prendre les chefs d'État africains, même ceux qui travaillaient auparavant avec la France ou qui travaillent encore avec la France, pour des idiots. Pourquoi iraient-ils se jeter dans les bras des Chinois si les conditions économiques étaient les mêmes? C'est bien parce que le même résultat économique est proposé à des coûts qui ne sont pas comparables à ce que les anciennes puissances coloniales proposent. Sur le plan économique, je prends souvent l'exemple du Congo. Je donne les chiffres dans le livre. Au Congo, 40 ans de partenariat avec la Belgique, la France et les USA, on avait quelques centaines de kilomètres de route. Dans un pays qui est grand comme l'Europe. Exactement. Premier contrat signé avec la Chine, on mentionne les centaines de kilomètres de routes qui seront construits au travers du premier contrat. Autrement dit, les résultats concrets peuvent se mesurer. Et dire cela, c'est pas dire que la Chine c'est le paradis, etc. Ça, chacun a son analyse. Il y a juste à constater que les conditions économiques qui sont des contrats signés n'ont rien à voir avec
les contrats qui sont signés avec les anciennes puissances coloniales. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, la Chine ne met aucune condition au partenariat économique. D'ailleurs, c'est critiqué, sinon on dit « ouais, la Chine ne parle pas des droits de l'homme ». Autrement dit, la Chine respecte la souveraineté de chacun de ses pays, c'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire que les droits de l'homme, c'est pas important. Mais c'est pas à un État de venir dire je vais faire respecter les droits de l'homme de notre pays. C'est les luttes sociales dans le pays qui vont imposer les droits de l'homme, les droits syndicaux, etc. Et c'est prendre vraiment les Africains pour des idiots ou des incapables que de considérer qu'il faut l'armée française pour faire respecter les droits de l'homme. Comme si ils ne sont pas capables de se battre pour leurs droits. Et donc, du côté de la Chine, effectivement, la Chine me dit très bien, je fais du commerce. Je fais du commerce. Mais si la France, la Belgique et les USA faisaient du commerce, on n'en serait pas là. Ils ne font pas du commerce, ils font de l'exploitation. Ils imposent des conditions qui sont des conditions complètement inégales. Troisièmement, sur le plan idéologique et culturel, quand même, on a la francophonie, ça fait... Moi, j'habite en France. Hein. Alors, en France, on nous dit l'impérialisme chinois, la catastrophe en Afrique, etc. Mais regardons ce que c'est que la francophonie. On a mis en place, sous prétexte qu'il y avait une langue commune en héritage, c'est une phrase qu'ils aiment bien, hein, la langue commune en héritage. Comme si les Africains n'avaient pas de langue. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, pour que les différents États africains restent dépendants, on a fait en sorte que n'émerge pas de langue nationale. En disant qu'il y a trop de langues dans un pays, donc il ne peut pas émerger de langue nationale. C'est faux. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de pays africains, mais il y a souvent des langues dominantes, qui servaient d'ailleurs de langues de communication et de commerce. Et donc qui pouvaient être le point d'appui, non pas pour une langue unique. Les pays n'ont pas besoin d'une langue unique, mais d'une langue commune. Et donc, une langue commune était possible dans chacun des pays africains, et avec des langues secondaires qui appartenaient à tous les peuples et nations africains. Et ce prétexte-là de la francophonie, c'est une manière de maintenir en dépendance. Que font les Chinois? C'est un ami algérien qui me disait, c'est quand même extraordinaire. Hein. Moi, j'ai connu les Français depuis 50 ans. Hein. Il y en a ici, ils sont là depuis l'indépendance. Ils ne parlent pas un mot d'arabe ou de berbère. Les Chinois sont arrivés il y a 2 ans, ils parlent tous l'arabe et le berbère. Autrement dit, le rapport idéologique n'est pas du tout le même. Et effectivement, si je dis tout ça, c'est vraiment pas pour dire que la Chine c'est le paradis. Je dis ça juste pour souligner que parler d'impérialisme chinois, c'est une manière de nous vendre. Nous sommes exploiteurs, mais vaut mieux nous que d'autres. Donc gardez-nous. En réalité, l'impérialisme européen a peur, effectivement, qu'un certain nombre de marchés soient perdus, que des contrats soient signés avec la Chine, et c'est en train de se faire. Et donc, effectivement, il y a une vraie crainte à ce niveau-là. Avant de poser ma question suivante, je demandais si on peut prendre ceci. J'ai signalé donc à Investi Action et notre newsletter qui est gratuite avec nos articles chaque semaine, les vidéos. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ou si vous étiez abonné mais que vous ne la recevez plus parce qu'il fallait se réinscrire et vous ne l'avez pas vu, c'est dans vos spams, je vais faire circuler le carton, vous inscrivez votre adresse mail en majuscule, j'insiste pour éviter les erreurs, et vous allez recevoir les articles, les vidéos, les annonces d'événements, et vous aurez aussi un moyen de nous communiquer ce qui va vous les faire connaître. J'ai évoqué tout à l'heure les luttes sociales en Europe, les gilets jaunes. Cette bataille de l'Afrique, est-ce que c'est intéressant pour eux? Est-ce qu'il y a des choses à en apprendre? Et aussi, ce qu'on fait aux Africains, est-ce que ça a un impact sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui les gilets jaunes? Double question. D'abord, il faut repérer ce qu'il y a de commun. Parce qu'il y a une dynamique commune qui s'est mise en œuvre à des moments historiques différents. Les plans d'ajustement structurel dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les années 70, 80, milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui.
j'ai donné tout à l'heure quelques éléments du contenu. C'est quoi les politiques économiques libérales qu'on connaît ici en Europe? C'est exactement la même chose. Autrement dit, les peuples européens, pour ne pas avoir compris ce qui est en train de se faire en Afrique, pour ne pas avoir eu la conscience, la communauté d'intérêt, la communauté de lutte, se voient appliquer les mêmes remèdes ici. Exactement les mêmes logiques. Qu'est-ce qu'on a fait à la Grèce? Dans un article, j'écrivais que la Grèce était l'image d'une recolonisation. Enfin, pour la Grèce, c'était une colonisation, mais c'est exactement les mêmes logiques. On a quoi? Mis sous prétexte de l'existence d'une dette pour exiger des conditionnalités. Conditionnalités qui sont tournées autour de la destruction du secteur public et de la privatisation. Conditionnalités qui sont tournées autour de la destruction du droit du travail et de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ubérisation. Et c'est cela qui donne les gilets jaunes aujourd'hui. C'est 30 ans de l'ultralibéralisme, depuis les Chicago Boys au Chili. Cette logique s'est imposée. C'est le capitalisme financier qui fonctionne exactement de la même manière comme elle a fonctionné, dans les pays africains. Je pense que ça montre je le disais, depuis 1492, donc on a pris un peu de retard ce matin. Il serait temps de se connecter les uns aux autres. Il serait temps de comprendre que c'est la même logique qui a détruit l'Afrique, et qui ici met en place les mêmes logiques économiques. En réalité, ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre. Il y a de plus en plus d'auteurs dans les pays du Sud qui proposent de parler non plus du Nord et du Sud, comme deux régions géographiques séparées, mais qui proposent de parler du Nord global et du Sud global. Le Nord global englobant les pays dominants, les pays impérialistes, leur place dominante, mais aussi les bourgeoisies compradores. Le Sud global englobant les peuples des pays d'Afrique et les peuples de plus en plus paupérisés et précarisés des pays dominants. Cette manière de poser la question et l'Europe, bien sûr. Exactement. Donc on voit bien que c'est à la fois le même système qui produit cela, bien entendu avec une différence quand même, qui est la possibilité, en cas de rapport de force, en cas de mouvement dur, la possibilité de redistribuer un petit peu de revenus parce qu'il y a exploitation des pays du Sud. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Il ne suffira pas d'obtenir des hausses de revenus, ça c'est très bien, c'est nécessaire, c'est absolument... Il faut poser la question du système, sinon on peut très bien avoir une bourgeoisie ici qui augmente nos revenus, mais sur la base du maintien de l'oppression des peuples du Sud. Et donc il faut qu'on construise une nouvelle conscience internationaliste. On a évoqué le Venezuela, c'est quoi le lien avec l'Afrique? Alors le lien est absolument immédiat. Le crime du Venezuela, c'est d'avoir avec d'autres tenté un rapport de force régional. Il ne s'est pas contenté d'être un pays dans le face-à-face avec les USA. Il a contribué, et comme il avait des revenus pétroliers, il a fortement contribué à la construction de l'ALBA. Ce marché commun d'un autre type, un marché commun basé sur le partage, où Cuba, qui n'avait pas de grands revenus, mais qui avait des médecins, envoyait des médecins dans tous les pays membres de l'ALBA, et où le Venezuela, en échange, donnait du pétrole. On a inventé un mode de coopération qui ne soit pas basé sur le profit, ni sur les prix internationaux. Mais ça, c'est un crime qu'on ne peut pas lui pardonner. Et on veut détruire cette expérience à tout prix. Imaginez que les Africains regardent vers l'Alba et disent « Mais tiens, nous aussi, pourquoi on ne ferait pas comme eux ?» La dimension régionale a permis, à Cuba de tenir, 2, à une augmentation des niveaux de vie de tous les pays, de tous les peuples des pays membres de l'ALBA, Bolivie, Venezuela, etc.
Ça, on ne pouvait pas lui reprocher. Secondo, l'expérience vénézuélienne est une expérience dans laquelle l'État reprend pied dans l'économie. C'est en renationalisant un certain nombre de secteurs qui étaient privatisés auparavant que Chavez a pu développer l'expérience bolivarienne. Troisièmement, c'est en considérant que l'État avait un rôle de redistribution. Et donc, effectivement, il y a eu la redistribution, comme d'ailleurs au Brésil, Lula, mais au Venezuela encore plus. Un rôle de redistribution, et il suffit de regarder l'augmentation des revenus des plus pauvres au Venezuela pour le constater. C'est ça qu'on ne pardonne pas à Chavez, puis à Maduro. On a cru qu'avec Maduro, ben, ça allait se calmer, et non, il reste dans la même ligne. Et puis, dernier crime, le développement des accords économiques avec tous les émergents, avec la Chine, avec la Russie, et même l'annonce de l'idée que désormais le pétrole vénézuélien, eh bien, ça ne serait plus en dollars qu'on le comptabilise, mais dans un panel de monnaie. C'était inadmissible. Alors on va saboter l'économie, exactement comme on l'a fait pour la Guinée dont je parlais tout à l'heure. On va profiter du fléchissement du prix du pétrole pour empêcher et pour encourager la spéculation. Et à chaque fois que l'État vénézuélien va intervenir contre la spéculation, on va dire quoi? Dictateur, il est contre les libertés démocratiques, etc. C'est exactement ce qu'on nous vend aujourd'hui. Et donc, le lien entre le Venezuela et la situation africaine, c'est que le Venezuela a enclenché, avec d'autres autour de lui, avec la Bolivie, avec Cuba, etc., a enclenché, on va dire, la logique qui permet l'émancipation. Ils ont pour la première fois réuni à l'échelle régionale, ils ont démontré qu'un rapport de force était possible. Il suffirait que tous les États du Maghreb, tous les États d'Afrique de l'Ouest, ou même 3-4 États simplement, puissent ensemble être dans une logique de résistance pour que le rapport de force s'inverse. Regardez le Burkina, tout seul, comment il a pu faire peur jusqu'à ce qu'on assassine Sankara. Imaginez que le Burkina ne soit pas seul à ce moment-là. Imaginez une Alba africaine autour du Burkina, avec les pays riverains qui seraient dans la même type de politique. Eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, il faut à tout prix faire disparaître cette expérience. C'est la hantise des États-Unis, faire disparaître cette expérience, des États-Unis et de l'Europe, faire disparaître cette expérience. C'est pour cela que je pense qu'un de nos devoirs aujourd'hui, mais vraiment un devoir de sauvegarde en réalité, hein, pour nous-mêmes, pour maintenir l'esprit l'esprit de résistance qui se développe fortement aujourd'hui dans le monde. Je dirais quelques mots sur la résistance parce qu'on est dans une nouvelle phase de résistance. Pour maintenir cela, il y a vraiment une urgence à soutenir le Venezuela. Je ne sais pas si ici il y a des mobilisations, etc. En tout cas, voilà, il faut manifester, il faut se rassembler, il faut à tout prix que des voix ici se fassent entendre. Et il faut un mouvement anti-guerre, il faut s'opposer à la guerre contre le Venezuela. À propos du Venezuela, et avant d'en venir à ma dernière question, je signale à ceux qui sont intéressés, tous j'espère, à défendre ce pays contre l'agression qui le menace. J'ai fait hier matin une émission de Michel Midi, un moment spécial, parce qu'il y avait eu des maladies, sur Venezuela, les 5 grands mensonges. Et je mentionne les questions de la guerre économique et du sabotage. J'explique qui est Guaido et les techniques de coup d'État. Et je pense que c'est important de faire savoir qu'il y a une vraie guerre économique à laquelle participent, vous n'allez pas être surpris, des banques suisses qui bloquent des avoirs de l'État vénézuélien, qui donc empêchent l'État vénézuélien de nourrir et de soigner sa population. Et après on dit c'est la faute à Maduro. Donc vous avez aussi dans votre pays, quelle surprise, des voleurs qui bloquent l'argent qui ne leur appartient pas pour obéir au maître du monde. Donc ça c'est important de le faire savoir. Demain, il y aura aussi une émission en live de Thierry Deronne depuis Caracas et de Romain Migus qui est très actif sur le Venezuela
Vous pouvez trouver ça certainement avec leur nom, où ils vont depuis Caracas répondre aux mensonges qui sont ici. C'est important de le faire savoir. Ma dernière question avant de vous donner la parole, brièvement, sur base de tout ce qu'on a entendu et de ce qui est fait contre l'Afrique, faut-il être pessimiste ou est-ce que les choses sont en train ou peuvent changer? Alors, les choses sont en train de changer. Il y a une nouvelle génération africaine dans laquelle, alors que quand on regarde l'ampleur des dégâts, on aurait pu dire, mais rien ne va bouger, il y a une nouvelle génération africaine qui, de manière très différente d'un endroit à l'autre, est dans une phase de reprendre pied en matière de résistance. J'ai cité au Sénégal France Dégage et France Dégage, qui sont deux mouvements, mais ça s'inscrit dans un mouvement plus large pour toute l'Afrique de l'Ouest, pour lequel, pour la première fois depuis les indépendances, on a eu dans tous les pays où il y a le franc CFA des manifestations. Et si vous regardez, vous pouvez trouver sur Internet voilà, des petits reportages qu'ils ont fait eux-mêmes, ben vous verrez, regardez l'âge. Ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. C'est vraiment toute une nouvelle génération qui naît dans une phase de résistance. Et donc, on a ces dimensions-là. Secondo, on a également un nouveau contexte. Il est évident aujourd'hui qu'un chef d'État africain qui voudrait servir son peuple, imaginons que demain une révolution au Burkina réapparaisse, serait dans des conditions beaucoup plus favorables parce qu'elle peut tisser des liens économiques avec d'autres pays. Aujourd'hui, la prochaine expérience révolutionnaire en Afrique bénéficiera de la possibilité de liens économiques avec l'Inde, la Chine, etc., ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc c'est un contexte d'émancipation également. Les marges de manœuvre sont plus larges que par le passé, et ça c'est un signe d'espoir. Et troisièmement, on a également ici en Europe un début, pour moi c'est trop modeste, mais un début de prise de conscience, on va dire des descendants des Africains, qui sont aujourd'hui belges, suisses, français, etc. Il suffit de regarder les manifestations qu'il y a eu contre l'arrestation de Gbagbo pour sa libération. Sur Paris, c'était des manifestations impressionnantes, donc on voyait bien, pour la première fois depuis longtemps, qu'on avait une remobilisation on va dire des descendants d'Africains ou de la diaspora. La question qui nous est posée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on va être capable, nous ici, de développer un mouvement qui va soutenir les prochaines ruptures, qui est en mesure de se faire l'écho, d'informer autrement, de donner la parole au mouvement de résistance là-bas. Parce que, je vous parle de cela, mais si vous n'allez pas rechercher l'information, vous pouvez très bien être quelqu'un de très cultivé et ne rien savoir du mouvement France Dégage et Sénégal. Parce que jamais les médias vont vous en parler. Vous pouvez très bien être quelqu'un qui lit tous les journaux européens et ne pas être au courant du refus de l'ouverture des belles mines d'or et de la catastrophe écologique qui se présente et des mobilisations contre cela. Et donc, je pense que c'est vraiment essentiel de nous dire, il ne s'agit pas simplement, l'émancipation de l'Afrique ne sera pas le fait, elle sera d'abord le fait des Africains, mais elle nécessite ici un mouvement anti-impérialiste. Mais à l'inverse, l'avenir de nos luttes ici dépend aussi de notre capacité à les relier là-bas. Et donc, à ta réponse, oui, il y a des perspectives nouvelles, mais nous avons aussi une part de responsabilité. Ho Chi Minh disait, si je peux encore prendre quelques minutes, Ho Chi Minh disait que l'impérialisme était comme une pieuvre, avec une tentacule posée sur les pays colonisés, puisqu'il parlait à l'époque de la colonisation, et une autre tentacule posée sur les peuples des pays colonisateurs. Et il disait, quand vous coupez une des tentacules, c'est tout l'organisme qui est affaibli, et donc dans le pays où il y a l'autre tentacule, le dominant est affaibli, et ça crée des conditions de son émancipation. Je crois que c'est ça le lien qu'il faut qu'on réussisse à garder en tête. Magnifique conclusion, je pense. On va prendre vos questions. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler. Non, alors ça va être difficile.
Et donc, on a une première intervention-question de nos partenaires qui organisent avec nous ce soir. Oui, c'est ça. Avant de passer la parole au public, il y a Mutombo Kanyana, sociologue, président de l'Université populaire africaine, l'Université populaire africaine qui a organisé avec nous cet événement. Et donc, je passe la parole à Mutombo pour une petite intervention. Merci. Merci. Comme petite précision, je ne suis pas sociologue, je suis politologue. C'est un peu le même domaine, mais c'est quand même assez différent. Je m'excuse beaucoup pour être arrivé un peu en retard, mais j'étais sur un autre front à Berne où il s'agissait d'aller aussi défendre l'Afrique parce qu'il y avait la Commission européenne sur les questions de racisme qui auditionnait les associations qui luttent sur ce plan. Ils passent tous les 2, 3, 4 ans et il ne fallait pas rater. Et puis, malheureusement, nous avons de telles spécificités qui font que, on m'a demandé de rester un moment pour plus d'informations sur les spécificités africaines des discriminations. J'aimerais faire surtout un petit commentaire sur l'ouvrage que Saïd Bouamama vient de sortir. Un ouvrage qui est extrêmement important et pour lequel je tiens à le féliciter. C'est un des premiers livres, si pas le premier livre d'histoire, l'histoire de l'Afrique contemporaine, sur l'histoire des guerres africaines. Mais dire que voilà, c'est l'histoire des guerres africaines, c'est presque réducteur, parce qu'au-delà des guerres africaines, c'est surtout l'histoire des résistances. Parce qu'à travers chaque guerre qui est relatée, c'est une résistance qui est mise en avant. Et au fil de ces livres, on arrive à traverser toute une série de résistances qu'on ne réalise pas toujours. Et je pense que c'est un livre qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques, non seulement des élites intellectuelles africaines, mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, parce que je ne sais pas s'il existe un livre de ce type. À ma connaissance, il n'existe pas. Les résistances africaines ont été très peu documentées, à la fois les résistances coloniales, anticoloniales, les résistances pour la décolonisation, etc. On a quelques prix par-ci, par-là, mais l'histoire des résistants et des résistances africaines, c'est une histoire qui reste à être écrite. Et en tout cas, bravo d'avoir accouché d'un tel livre qui est absolument, qui tombait vraiment à point à ce stade-ci des luttes que l'Afrique mène, comme vous l'avez signalé tout à l'heure avec sa jeunesse. Mais j'aurais un petit bémol dans la mesure où je crois que c'est un livre qui demande à être complété. Il demande d'être complété par lui ou par d'autres qui pourraient être intéressés, par un aspect des résistances qui n'apparaît pas d'une manière nette dans cet ouvrage. Parce qu'il y a la résistance à l'impérialisme. Mais l'Afrique est soumise à des agressions avant qu'il y ait l'impérialisme. Ces résistances-là existent, sont présentes encore aujourd'hui. Et c'est des résistances qui se situent sur le plan culturel. Il ne faut pas oublier que la première agression qui nous a été portée, c'est une agression contre notre personnalité. Dans ce sens où on a commencé à nous définir autrement. Nous étions tout d'un coup des peuples maudits. Bon. Maudits par qui? Pourquoi? On n'en sait rien. On nous a dit, voilà, Dieu vous a maudit, c'est pourquoi vous êtes noirs, c'est pour ça que vous êtes ici, vous êtes là, etc. Et ça, c'était bien avant l'apparition de l'impérialisme, ou peut-être c'était les sources même de l'impérialisme. Mais en tout cas, il y a ce front-là qui demande à être adressé. Et cette lutte qu'il s'agit de mener sur ce plan-là aussi, et qu'on peut appeler lutte contre le racisme, lutte pour notre identité culturelle, comme on veut, mais c'est une lutte qui est non seulement nécessaire, mais qui demande aussi des stratégies qui
qui peuvent être différentes des stratégies contre l'impérialisme. C'est-à-dire les alliés, nos alliés dans la lutte contre l'impérialisme peuvent se retrouver, nos ennemis, dans la lutte pour notre identité. Lorsque Kadhafi, par exemple, c'est quelqu'un qui a été beaucoup pleuré en Afrique subsaharienne, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais nous ne devons pas oublier aussi que Kadhafi, lorsqu'il venait dans les pays subsahariens et qu'il distribuait des dollars, après son départ, combien de mosquées est-ce que, été construites dans son sillage? Or, la mosquée, dans le contexte africain, c'est une agression contre notre culture. Donc, en même temps que nous étions avec lui sur le front impérialiste, il renforçait notre dépendance culturelle. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger et mettre de côté. Et au niveau des alliances aussi, il y a des alliances à l'intérieur du continent, bien sûr, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, bien sûr, mais il y a aussi les autres alliances transcontinentales avec l'Afrique d'outre-mer, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui ont été déportés au-delà des mers et avec qui nous avons des luttes où nous sommes ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évidemment abordé par cet ouvrage. Et sans compter le fait que, voilà, sur le continent même, nous avons aussi quelques comptes à régler, entre guillemets, avec nos frères et sœurs d'Afrique du Nord. On sait très bien que le racisme anti-noir se développe très très fort ces derniers temps dans des pays comme la Tunisie, l'Algérie, etc. Et si nous devons nous retrouver sur le même front, il faut que ceux qui se trouvent sur le même front avec nous nous considèrent comme des êtres semblables, etc. C'est des questions que nous ne pouvons pas occulter. Et enfin, je pourrais juste dire encore que la question identitaire est extrêmement importante pour nous, parce que j'ai parlé des mosquées tout à l'heure, on peut parler aussi des églises, c'est-à-dire lorsque dans un village, lorsqu'on voit des migrants lorsqu'ils ont réussi à traverser les déserts, à traverser la Méditerranée, qu'ils débarquent ici, qu'ils arrivent à trouver un petit emploi et qu'ils arrivent à gagner leur premier sou et qu'ils envoient leur premier sou au pays, une des choses qui sert à cet argent qu'on envoie, c'est pas seulement de faire face à des choses immédiates, mais c'est aussi de construire une nouvelle mosquée dans le village, ou de construire une nouvelle église, ou une église tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les besoins fondamentaux, nos besoins fondamentaux pour nous développer, comment est-ce que nous devons les définir? Nous devons les définir sur la base de quelle philosophie? Il y a quelques jours, j'étais en train de me poser la question, en tout cas d'assister, assez admiratif, à comment les penseurs, les concepteurs de la civilisation occidentale, de l'économie même occidentale, de l'économie de marché, etc., s'inspirent de leurs différents philosophes qui se sont qui succédaient depuis les Aristotes, etc., jusqu'à aujourd'hui. Nous, en Afrique subsaharienne, lorsque nous devons penser notre développement, à quel philosophe nous faisons référence? À quelle sagesse nous faisons référence, etc. Donc c'est des choses où aujourd'hui on voit des jeunes qui se lancent évidemment qui s'impliquent dans la lutte, mais ils se lancent dans cette lutte sur la base de quelles références? Donc ce sont ces choses-là qui font partie aussi de notre lutte et qui demandent à ce que la résistance, les résistances en tout cas puissent faire l'objet en tout cas d'une documentation, des ouvrages avec des indications, avec des orientations que les gens sur lesquelles on peut discuter pour voir si ça correspond, si ça ne correspond pas, mais au moins qu'elles puissent être mises à disposition de tous ceux qui ont envie à ce que l'Afrique se développe. Merci.
voilà une contribution intéressante et interpellante. Et bon, on va passer vraiment à vous, mais j'avais zappé une de mes questions parce que j'en avais trop, mais là, elle vient d'être reposée, donc on ne peut pas la contourner. Les Africains du Nord, les Maghrébins et les autres, contradictions, solidarité. Ce qui est frappant dans le livre sur l'Afrique, c'est qu'elle est divisée en 5 grandes régions. Il y a le sud, il y a le centre, il y a l'ouest, il y a la Corne, et il y a le Maghreb, et il a une place importante. Oui, un petit mot d'abord sur l'interpellation que je partage complètement. La question de la culture n'est pas une question secondaire. Cabral, un des grands penseurs des révolutions africaines, Cabral disait que ce qui a permis à un certain nombre de peuples africains de subsister, il parle même de subsister, c'est-à-dire qu'il pense à une mort morale possible, ça a été le fait de se recroqueviller, il utilise le terme de se recroqueviller sur la culture. La culture a été le dernier élément de résistance quand tout le reste était détruit. Les armées étaient là, par la force on mettait en esclavage, etc. La culture a été ce qui a permis de ne pas sombrer complètement. Donc je peux être que d'accord. C'est pas abordé dans ce livre, tout simplement parce qu'il y a un livre qui le précède, qui s'appelle Figure de la Révolution africaine, dans lequel la question de la culture est traitée au travers de ce que les Africains ont dit eux-mêmes, c'est-à-dire Cabral ou Niobé, etc. Et donc, tu as raison, c'est pas pour le mettre au second plan, c'était parce qu'il me semblait que l'avoir déjà traité. Maintenant, il faut se poser la question de comment aborder la question de la culture. Frantz Fanon nous explique que sur la question de la culture, il y a une dynamique qu'il faut avoir en tête. Il nous dit, vous savez, quand vous êtes confronté à une oppression aussi importante que celle qui a été l'esclavage et la colonisation, vous avez inévitablement 3 phases logiques. Il nous dit, la première phase, c'est la phase de la négation de soi. Autrement dit, il n'y aurait pas eu colonisation si la violence n'avait pas imposé aux Africains le fait d'avoir honte d'eux-mêmes. Et aujourd'hui encore, vous pouvez trouver des Africains qui ont honte d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont intériorisé cette dimension d'infériorité. Et justement, les luttes vont redémarrer lorsque ce sentiment d'infériorité, cette aliénation, va commencer à être brisé par des prises de parole, des mouvements, des mobilisations, etc. Il n'y a aucune égalité possible lorsqu'on est aliéné. Ça, il nous dit, c'est la première phase. Mais il nous dit, c'est quoi la seconde phase? Ben, la seconde phase, c'est en riposte à ça. Eh bien, je vais tordre la barre de l'autre côté. Puisque vous me disiez que les Noirs étaient inférieurs, je vous dis les Blancs sont inférieurs. Puisque vous me disiez les Noirs sont laids, je vais vous dire les Blancs sont laids. Pour exister, et il dit cette phase logique-là, elle est nécessaire. Et quand les dominants s'offusquent de ça, ils ne comprennent pas que cette phase-là est une phase de passage. Et il nous dit il y a une troisième phase. Parce qu'il nous dit cette seconde phase, elle nous permet juste de répondre aux dominants. Elle ne nous permet pas de construire l'émancipation. Et la troisième phase, c'est lorsque la culture redevient vivante. Parce que quand on se reproduit sur une culture, elle n'est plus vivante comme elle l'était par les ancêtres, etc. Et donc il faut redonner, et Cabral nous dit, une véritable indépendance et le redémarrage de notre histoire et de notre culture. Et donc, je pense que tu as à la fois raison, et à la fois, il faut qu'on continue à mener le débat sur c'est quoi la culture africaine aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement l'héritage, ça doit être l'héritage qui féconde le présent. Sur la coupure, Afrique du Nord et reste de l'Afrique. C'est une vieille coupure qui, à chaque fois qu'elle a été agrandie, a accru l'oppression de tout le continent, et à chaque fois qu'elle a été amenuisée, a accru l'émancipation de tout le continent. C'est l'opposition dans les années 60 entre le groupe de Casablanca et le groupe de Brazzaville. Le groupe de Casablanca dit quoi? Il nous faut une logique de panafricanisme politique qui va du Cap à Alger. Dans les débats
de la conférence d'Accra en 1958, les plans de ces futurs États-Unis d'Afrique sont posés. Autrement dit, c'est au moment où il y a les luttes les plus fortes contre les puissances coloniales que l'idée d'unité du continent apparaît. Quand le continent recommence à se diviser, en particulier entre le Nord et l'Afrique subsaharienne, eh bien, on va avoir des régressions. Qu'est-ce qui a permis l'indépendance de l'Algérie? La lutte de son peuple, bien sûr, mais aussi la mobilisation des pays riverains. En 1958, dès la fin 58, De Gaulle a décidé déjà que l'indépendance était inévitable. Il maintient la guerre, pourquoi? Parce qu'il y a la découverte du pétrole dans le Sahara. Parce qu'il y a les essais nucléaires dans le Sahara. Et que pour lui, le nucléaire, c'est un élément important. Le projet de construire ce qu'ils ont appelé, Olivier, un historien vient de republier des textes de l'époque, le projet de créer un Sahélistan. Autrement dit, couper le sud de l'Algérie, regrouper ce sud de l'Algérie avec le nord du Mali pour créer une nouvelle entité qui serait un Sahélistan. Et le Niger et l'Uranien. Qu'est-ce qui permet que ça échoue? La mobilisation de Modibo Keïta du Mali, qui va être une solidarité exemplaire avec l'Algérie, qui va dénoncer cela publiquement et qui va permettre effectivement que ce plan se mette en place. Et donc à chaque fois qu'il y a eu une division, tout le continent l'a payé, à chaque fois qu'on s'est rapproché, eh bien l'émancipation a avancé. Et je terminerai sur la question que tu poses, sur la question du racisme. Tu as entièrement raison. Les organisations politiques, syndicales, associatives d'Afrique du Nord qui se taisent sur la question de la négrophobie ont une responsabilité énorme et il ne faut pas leur faire de cadeaux. Il faut poser ce débat-là. Il faut poser ce débat-là et construire des ponts. Si ce n'est pas fait de manière militante et volontariste, on est faible par rapport à ceux qui sont en face. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que sont en train de faire un certain nombre de pays du Maghreb? Ils sont en train de servir de police pour les pays européens. On a des pays européens qui affament l'Afrique et qui passent des accords avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie en disant que vous allez me surveiller pour qu'ils ne passent pas la frontière et ils n'arrivent pas en Europe. Bien entendu que c'est scandaleux et que cette question-là doit être posée et qu'on doit se mobiliser contre cette négrophobie et dénoncer à chaque fois qu'un accord de ce type-là est passé. Bien, c'est passionnant, vous voyez que c'est inarrêtable, mais on va tenir sa promesse, et comme je crois qu'on n'a qu'un seul micro, je vais demander que se lèvent les mains qui ont des questions.